Good morning. Bonjour à tous. Bonjour aux témoins. Monsieur Rhodes, le témoin, bonjour. Le président, avant de commencer l'interrogatoire par les parties, il y a quelques mesures préliminaires à adopter. Tout d'abord, votre identité complète. Je vous demanderai donc de bien vouloir donner votre nom complet, date de naissance et lieu, nationalité, ce qui permet de vous identifier. Réponse, Sherrod, je suis né le 8 octobre 1978 à Londres. Je suis journaliste, j'habite Londres et j'y travaille également pour Channel 4. Question, et vous êtes citoyen britannique? Réponse, oui. Question, à l'époque, en 2009, 2010, 2011, vous étiez journaliste et vous êtes toujours journaliste pour la même chaîne. Réponse, oui. Question, Monsieur Rhodes, je vous entends parler assez vite. Je vous demanderai donc de bien vouloir ralentir votre débit car nous avons des interprètes. C'est un procès qui a lieu en deux langues, en français et en anglais. Dès lors, nous avons des interprètes, nous avons des sténopitistes, nous avons une transcription. Il est dès lors nécessaire de parler plus lentement. Si à un moment donné, vous oubliez, je vous ferai un petit signe pour vous indiquer qu'il faut ralentir. Cette chambre, comme vous le savez, a été établie aux fins des poursuites contre messieurs Gbagbo et Blegoudé. Vous êtes un témoin appelé par l'accusation. Un témoin qui comparaît devant la cour doit dire la vérité, qu'il soit d'une partie ou d'une autre, mais son obligation, c'est de dire la vérité. Je vous demanderai donc de bien vouloir lire la formule que vous avez sous les yeux. Réponse. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Question. Je vous remercie. Faire un faux témoignage est une infraction. Si, à un moment donné, vous souhaitez faire mention de quoi que ce soit, vis-à-vis de la Chambre, si vous êtes fatigué, si vous souhaitez faire une pause, n'hésitez pas à le dire et nous essaierons de prendre cela en compte. Si vous êtes prêts maintenant, je vais donner la parole au bureau du procureur, qui sera suivi par les deux équipes de la défense, celle de M. Gbagbo et celle de M. Blegoudé. Je vous remercie, M. Demerjan. Monsieur Demerjan, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Nous nous sommes brièvement rencontrés hier, mais au fin de la transcription, je m'appelle Alex Demerjan et vous êtes le témoin de l'accusation. Alors, quelques informations contextuelles avant de passer aux événements. Vous avez un diplôme de bachelier en art en politique et sociologie. C'est bien cela? Réponse oui. Monsieur Demerjan, n'oubliez pas de la pause pour l'interprétation. En quelle année est-ce que c'était? Réponse. Je pense que c'est en 2001. Question. L'université de West England et Bristol. Réponse oui. Question. Pour ce qui est de votre expérience professionnelle, vous avez commencé par un programme de la BBC qui s'appelle Watchdog. Réponse oui. Question. Il s'agissait de questions de consommation, n'est-ce pas? En 2002-2003, et je pense que vous avez également travaillé sur des documentaires sur les gangs d'adolescents à Londres pour la BBC et Channel 4. Réponse oui. Question. Vous avez également travaillé au Nigeria, une série sur le voyage, également en Afrique occidentale. Réponse oui. C'est vrai. J'ai voyagé au fin d'une
une expérience personnelle parce que j'avais de la famille au Nigeria et j'ai pensé que c'était quelque chose qui pouvait me servir dans mon avenir professionnel. Question, très bien. Depuis 2008, vous êtes journaliste freelance pour Quicksilver Media. Vous travaillez sur la série Unreported World. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, brièvement? Réponse. L'objectif de cette série Unreported World, c'est de faire ce que dit le titre, c'est d'essayer de rendre compte sur les sujets qui ne font pas l'objet de comptes rendus ou de reportages. Ça veut dire des sujets qui n'ont pas fait l'objet de reportages au Royaume-Uni à la télévision. Il s'agit de sujets qui peuvent figurer dans des journaux au Royaume-Uni et qui sont couverts ailleurs, mais le public britannique ne connaît pas forcément très bien les affaires internationales. Notre travail consiste à les informer et à expliquer ce qui se passe dans les pays. Now, what is your role in... Question, quel est votre rôle dans la production de cette série Unreported World? Réponse, je suis journaliste. C'est une série qui est relativement unique. Nous avons une très petite équipe de gens qui sont envoyés sur le terrain, moi-même, le producteur-réalisateur, dans ce cas-ci c'était Alex Knott, les deux. Nous sommes les deux représentants qui viennent du Royaume-Uni pour retourner le documentaire. Mon rôle est donc double. Je suis à la fois à l'écran, le présentateur, mais je suis également assistante de production. Tandis que le cadreur, le producteur, réalisateur, lui, tourne les images, se concentre sur les images et se concentre sur le fait que tout le sujet doit être couvert entièrement. Tandis que moi, je suis son agent d'une certaine manière. Je fais en sorte que les choses se passent, je pose les questions, je fais en sorte qu'il y ait des discussions et de temps en temps, c'est moi qui donne la ligne directrice éditoriale. Question. Au sujet de votre expérience, quels sont les sujets, quelles sont les histoires, les pays, les conflits que vous avez couverts dans le cadre de la série Unreported World? Quelques exemples. Réponse, je suis allée un peu partout en Afrique, au Zimbabwe, en République centrafricaine, au Nigeria également, au Sénégal 2 fois. Je suis allée dans d'autres pays comme le Brésil, le Guatemala, en Corée du Sud. Je peux aller un peu partout dans le monde. So I'd like to come to year 2011, where... Nous arrivons dans l'année 2011, où vous êtes rendu en Côte d'Ivoire. Le président, monsieur le témoin, ça veut dire oui. Il faut dire oui pour que ça soit versé à la transcription. Monsieur Desmergents. Alors, comment se fait-il que vous avez couvert un reportage en Côte d'Ivoire? Réponse, nous avons été contactés pour un documentaire d'une demi-heure, pour Unreported World, et ce qui était intéressant à l'époque et qui n'était pas vraiment couvert, c'était la révolution qui se déroulait en Libye. Nous avons fait des recherches sur ce sujet-là et au bout d'une semaine à peu près, on s'est vite rendu compte que ça prenait vraiment de l'ampleur. Que dans le monde entier, on allait envoyer des journalistes. Et donc, ça ne sortait un peu du cadre de ce que fait Unreported World. Le président, ralentissez, s'il vous plaît, parce que je vois que déjà, ça chauffe dans la cabine française. Il serait nécessaire que le témoin se rapproche un peu du micro, s'il vous plaît. L'histoire en Libye. Alors, la Libye, ça sortait du cadre de Unreported World. Il s'agissait d'une histoire qui était couverte un peu partout. Closer. Okay, I'll lean forward. Is that better? Good, okay. If it helps you, can also bring it a little bit. Maître Desmergents, vous pouvez aussi peut-être vous rapprocher. Vous ne devrez pas vous pencher comme ça. Le témoin. Je vais peut-être abaisser mon siège, ce sera plus facile. Donc l'histoire de la Libye a été couverte un peu partout
Et il est devenu évident que si on s'y rendait, il y aurait beaucoup d'agences de presse et que notre documentaire serait assez répétitif à comparer à d'autres reportages qui seraient diffusés à l'époque. Donc on a cherché une autre histoire. Et la situation en Côte d'Ivoire a très vite attiré notre attention. Question, très bien. Il y a quelques instants, vous avez cité le nom d'Alex Knott. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez commencé à travailler ensemble sur cette histoire? Réponse. L'équipe de Quicksilver Media travaille souvent avec un producteur-réalisateur avant même le choix du sujet. Je ne sais pas très bien pourquoi et comment, mais c'est un peu mystérieux. Mais en général, ils forment des pairs pour travailler ensemble sur un documentaire. Question. Parlez-nous un peu des préparatifs avant de vous rendre en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes-vous préparé pour ce reportage? Réponse. Nous avions un peu moins de 2 semaines pour nous préparer pour ce reportage. La grande majorité de mes recherches, c'était de lire l'histoire du pays, lire un certain nombre de comptes rendus qui avaient déjà été faits par des journalistes qui étaient basés là-bas ou qui s'y rendaient pour couvrir les événements. Et la plupart du temps, j'ai aussi parlé au téléphone avec des journalistes, des gens qui avaient été sur place ou qui étaient basés sur place. Question. Est-ce que vous avez également pris contact avec des journalistes ivoiriens? Réponse. Oui. J'ai parlé avec beaucoup de journalistes ivoiriens. Alex ne parle pas français. Donc, lors des recherches, nous avons séparé les choses pour que je parle avec les francophones et lui avec les anglophones. Question. Très brièvement. Avant que vous n'arriviez à Abidjan, qu'est-ce que vous aviez appris sur le conflit en Côte d'Ivoire? Réponse. Il est vite devenu apparent que c'était un conflit fluide, c'est-à-dire que la situation changeait très vite. Je pouvais parler à quelqu'un un jour et puis à la même personne 2 jours plus tard et elle disait quelque chose de différent. On s'est rendu compte que pour un journaliste étranger, travailler sur le terrain serait difficile. On ne s'était pas rendu compte du degré de difficulté. On nous a dit rapidement que c'était très difficile de travailler en tant que journaliste étranger. Et puis, nous nous sommes concentrés, en tout cas moi, je me suis concentrée sur la situation humanitaire. Le conflit n'avait pas encore véritablement évolué à Abidjan. Et nous étions dans une situation, nous avions une situation où les gens se trouvaient dans une situation difficile. Il y avait une épidémie de choléra, il y avait un manque d'eau, on se déplaçait difficilement. Donc je voulais essayer de décrire la situation humanitaire pour montrer à quoi ressemblait une crise dans un pays. Question. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur les personnages principaux du pays? Réponse. Laurent Gbagbo, bien évidemment, est celui qui a fait l'objet essentiel de mes recherches. Il était à l'époque encore président. Et les Nations Unies et d'autres pensaient qu'il avait perdu les élections et qu'il devait donc laisser le pouvoir. Charles Blé Goudet, je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à ce que j'arrive en Côte d'Ivoire. J'avais peut-être lu son nom en passant. Question. Vous avez dit il y a quelques instants que les Nations Unies et d'autres pensaient qu'il avait perdu les élections. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion de l'Union africaine avant votre déplacement? Réponse. Oui, ça a fait partie, c'est une partie importante de la façon dont j'ai compris la situation. Il y avait des rapports conflictuels, il y avait beaucoup de gens qui avaient des opinions divergentes. Les Nations Unies ou les organisations internationales semblent penser la même chose. Pour l'Union africaine, les organisations internationales semblaient toutes être d'accord. Mais l'Union africaine avait dit la même chose que les Nations Unies. Et que donc Laurent Gbagbo devait abandonner le pouvoir et que ça serait mieux pour le pays.
Je pense que dans le communiqué, il ne portait pas de jugement sur qui avait gagné, mais ils avaient dit clairement qu'il valait mieux que Laurent Gbagbo abandonne le pouvoir et que les choses puissent continuer à se dérouler. Après avoir lu ça, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait un consensus. Question, très bien. Vous avez dit que le but de votre voyage, c'était couvrir les aspects humanitaires. Est-ce que c'était le but du documentaire que vous alliez produire pour Unreported World? Réponse oui. C'est une grande partie de notre travail. On essaie d'anticiper ce qui va se passer au cours des quelques mois. Il faut 1 mois, 6 semaines peut-être, pour tourner et monter le documentaire. On va aussi vite que possible, donc on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer dans les 6 semaines. À l'époque, on pensait que dans les 6 semaines à 2 mois, les gens seraient intéressés par la façon de la situation dont ils entendaient parler, qui concernait la Côte d'Ivoire, allait évoluer. Et qu'on voulait faire un documentaire qui montrerait comment un pays évoluait en quelques semaines. Et on voulait expliquer le conflit. Nous pensions que pour la fin de l'année, il y aurait un conflit violent, probablement. Question. Quand êtes-vous arrivé à Abidjan? Réponse. Je n'ai pas vraiment de date exacte à vous donner. C'était aux alentours du mois de mars. Greffier d'audience, veuillez, s'il vous plaît, faire une pause entre les interventions. Monsieur Demirjian, dans votre déclaration, CIV OTP 0011 0201, au paragraphe 29, vous indiquez que vous vous êtes rendu à Abidjan le 17 mars. Cela vous rafraîchit la mémoire? Réponse oui, ça m'a l'air correct. Question. Quand vous êtes arrivé à Abidjan, est-ce que vous avez pris contact avec quelqu'un sur le terrain? Réponse. Oui, nous avons employé un fixeur local, qu'on appelle aussi un producteur local, qui est traducteur sur le terrain. Et en tant que journaliste et fixeur, qui avait de bons contacts dans les médias, il nous permettrait d'entrer en contact avec les personnes dont nous avions besoin. Question, vous pouvez nous donner le nom du fixeur? Vous pouvez donner son nom public. Réponse, son nom est Alexis Conan. Question, quand vous êtes arrivé à Abidjan, est-ce que vous étiez encore en contact avec Quicksilver Media, votre bureau de Londres? Réponse oui. Parce qu'on nous envoyait dans une situation assez dangereuse. Nous le savions avant de partir. Donc la procédure, c'était qu'il fallait entrer en contact avec le bureau 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Toute l'équipe des productions ont un horaire. Et lorsque vous allez dans un endroit dangereux, vous avez 1 communication, 2 communications, 3 communications, cela dépend. Et nous avions 2 communications par jour. Question. Question. Lorsque vous avez appelé ou vous appeliez Quicksilver Media, à qui parliez-vous? Réponse, pour l'essentiel, nous parlions à George Waldron, qui était l'éditeur de série et qui était notre directeur. Question. Et ces appels étaient-ils enregistrés quelque part? Dans les transcrits français, pratiquement, il y a de nombreuses reprises, la rapidité des interventions ne permet pas aux sténotypistes de consigner correctement les débats. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, on peut faire une petite pause? Je sais que c'est difficile, mais on n'a pas de transcrit qui nous permet de travailler. Well. Le juge président. Je l'ai dit, je ne sais pas quoi faire de plus. Je le rappelle régulièrement, Monsieur Demirjian interrompant. Je ferai de mon mieux. Moi aussi, je contribue à ce problème. Pardon. Le président. Si vous patientez, si vous marquez une pause avant de répondre, quelques secondes, ça réglerait le problème. Sinon, les voix se chevauchent et donc les sténotypistes et les interprètes ne peuvent pas faire leur travail correctement. Monsieur Demirjian, je devrais faire attention. Le président. Oui, vous devriez avoir l'habitude maintenant.
Monsieur Demirjian. Alors, où est-ce que j'en étais? Est-ce que vous pourriez nous dire si ces appels étaient enregistrés? Les appels que vous faisiez à George Waldron? Réponse, oui. Chaque équipe a ce que nous appelons un journal quotidien. Donc, chaque fois que vous appelez le siège, cela a été consigné dans un journal quotidien. Question. Lorsque vous êtes arrivé sur le terrain le 17 mars, comment est-ce que vous décidez de ce que vous alliez filmer ou vous allez vous rendre? Réponse, c'est une excellente question. La question la plus urgente sur le terrain, c'est la disponibilité. Donc tout le monde n'est pas disponible lorsque nous souhaitons discuter avec ces personnes. Donc toutes ces personnes qui nous intéressaient n'étaient pas disponibles lorsque nous souhaitions les filmer, les interviewer. Par exemple, lorsque nous filmons une ONG qui livrait de l'aide humanitaire, l'idée c'est de les filmer alors qu'ils sont en train de livrer cette assistance. Mais s'ils ne sont pas disponibles, ce n'est pas très intéressant. Donc sur le terrain, nous devons décider de ceux qui sont disponibles d'abord et surtout nous intéresser à la situation humanitaire, les ONG, les églises et toutes les personnes qui apportaient une assistance dans une situation cruciale. Nous cherchions à trouver quelqu'un qui était disponible et nous cherchions des événements qui nous intéressaient pour pouvoir les filmer. Le juge président, permettez-moi de poser une question. Qui était le chef de cette équipe? Qui était le leader de cette équipe? Qui décidait d'où il fallait aller, ce qu'il fallait faire? Si vous et M. Nott n'étiez pas d'accord, par exemple, qui prenait la décision finale? Le témoin. Il est difficile d'expliquer comment les choses se passaient dans une équipe de 2. S'il y a une équipe de 3 personnes, là, peut-être la hiérarchie est importante. Mais quand on est une équipe de 2, on travaille de manière très collégiale. Et tout dépend de la disponibilité de la personne que nous souhaitons interviewer. C'est ce qui nous intéressait au plus haut point. Il n'y avait pas vraiment de désaccord entre nous. D'ailleurs, nous n'avions pas l'embarras du choix. Nous réveillions le matin, nous regardions ce qui était possible et nous faisions le possible. Pour ce qui est des discussions portant sur des sujets sur lesquels il y avait des désaccords, eh bien, il s'agissait par exemple de prendre l'option A ou l'option B. À un moment donné, dans la journée, on fait l'option A et l'option B. Tout dépend de la disponibilité des personnes et ce qui était possible à un moment donné. Le président, très bien, merci. Monsieur Demirjian, très bien. Pour ce qui est de la disponibilité, est-ce que vous pouvez nous dire si, au long de votre mission, sans entrer dans les détails, à qui vous avez parlé et à quel endroit vous vous êtes rendu? Réponse. Au cours des premiers jours, nous nous sommes intéressés particulièrement aux ONG. Donc nous avons rendu visite à un certain nombre de personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus. Nous n'avons pas eu l'occasion de filmer, de tourner beaucoup de séquences les premiers jours. Nous avons rencontré des gens de l'UNICEF et d'autres organisations qui étaient présentes sur le terrain à l'époque. Question. Alors, prenons les choses par ordre chronologique. Vous arrivez le 17 d'après votre déclaration. Le lendemain, et je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, vous vous êtes rendu aux locaux du HCR. Et qu'est-ce que vous avez fait le troisième jour, c'est-à-dire le 19? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse, non. Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Réponse, question, certainement. Nous pourrions le faire en faisant référence au journal quotidien. Servir du Daily Log pour lui rafraîchir la mémoire, mais lui montrer le Daily Log, c'est aussi lui donner la teneur de ce qu'il y a écrit dans le Daily Log. Donc c'est lui donner des éléments sur le fond et sur ce qui se rappelle ou se rappelle pas, sur le fond, sur cette journée dont vous voulez lui parler. Donc est-ce que vous pouvez pas lui rafraîchir la mémoire avec le Daily Log sans lui montrer à l'écran le Daily Log
et donc la teneur de ce qui est écrit concernant la journée dont vous voulez parler. Merci. Let me see your... Monsieur Demirjian, un instant, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris, l'objection consiste à simplement procéder au rafraîchissement de la mémoire du témoin en lui parlant de la teneur sans pour autant lui montrer le journal. Cela me convient parfaitement. Le 19 mars, il est indiqué que... Juste un instant. Que vous avez parlé à des représentants de l'UNICEF. Et ceci se trouve à la page 00210869. Non, pardon. On vient de demander d'abord au témoin ce qu'il faisait et ensuite lui demander à quelle date il le faisait. Lui dire, vous avez dit, il est écrit dans ce document que vous faisiez ça, c'est dire au témoin ce qu'il était en train de faire. C'est témoigner à sa place. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je vais rendre les choses plus simples. Au paragraphe 24 de votre déclaration, il est indiqué que le 19 mars, vous êtes allé au bureau de l'UNICEF. Réponse, oui, c'est exact. Question, vous vous en souvenez très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait là-bas? Réponse, je crois qu'au bureau de l'UNICEF, il y avait un certain nombre de réfugiés libériens qui avaient trouvé asile dans ces locaux. Est-ce que c'est bien de cet endroit-là que vous parlez ou est-ce que je me mêle un peu les pinceaux? Les images que j'ai sont celles d'un nombre important de réfugiés qui se trouvaient dans un parc et qui sont venus nous raconter leurs histoires. Dans un parking, se corrige l'interprète. Question. Plus tard, ce jour-là, le 19, est-ce que vous êtes allé à un meeting? Réponse, oui, c'est exact. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appris qu'il y aurait ce meeting? Réponse. Par le truchement de notre fixeur, Alexis, il nous a appris qu'il y aurait un meeting et il nous a suggéré qu'il serait peut-être possible d'obtenir un accès, d'aller filmer sur place. Nous avons discuté avec d'autres journalistes étrangers qui logeaient au même hôtel que nous et il est devenu apparent qu'un nombre d'entre eux n'irait pas. Donc nous avons pris quelques heures pour faire les préparatifs de sécurité et pour nous assurer que tout se passerait bien. Il nous a semblé qu'il était intéressant d'aller voir ce qui se passait dans le pays à cette époque-là. Question. Lors de vos échanges avec Alexis, vous utilisez quelle langue? Réponse, eh bien, ça dépend. Alexis, vous savez, il ne maîtrisait pas l'anglais. Son anglais s'est amélioré et moi, mon français s'est amélioré. Mais je crois qu'il était beaucoup plus facile de discuter avec lui en français puis traduire nos propos à Alex. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Simplement pour vous dire que nous avons un problème de transcrits. Les transcrits français ne sont que partiels et toutes les 10 ou 12 lignes, nous avons maintenant une remarque des sténotypistes qui disent qu'elles ne peuvent pas prendre en considération l'ensemble de ce qui est dit. Donc c'est un peu compliqué pour nous si l'on veut ensuite s'y reporter pour interroger à notre tour le témoin. Voilà, juste pour prévenir la Chambre qu'on avait ce problème. Et alors je ne sais pas exactement quoi faire. Monsieur Demirjian, j'essaierai d'être encore plus lent. Le Président, je pensais que au cours des 5 dernières minutes, les choses avaient ralenti un peu. Je crois que le débit est beaucoup plus lent maintenant. Je ne sais pas quel est le problème. L'interprète signale que ce sont les sténotypistes qui l'ont signalé. Le Président, effectivement, c'est plus lent que tout à l'heure. Le Président, veuillez poursuivre, Monsieur Demirjian. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rhodes, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre niveau de français à l'époque? Une réponse, il m'est très difficile de répondre à cette question. À ce jour, non, je me reprends. Mon partenaire parle français, nous avons 2 enfants ensemble. Ma mère parle français couramment.
Elle travaillait pour une compagnie aérienne, donc j'ai grandi dans un contexte où il y avait des hôtesses de l'air qui parlaient français, lorsque nous nous déplacions. Le français, c'est ma deuxième langue, mais je suis anglais, donc mon besoin de parler une deuxième langue est très limité. Dans les pays où je me rends, je peux m'exprimer en anglais. J'ai peut-être moins d'aisance en français, mais quand cela est nécessaire, je trouve cela très utile de pouvoir parler français. Monsieur Desméjian, vous pouvez tenir une conversation en français? Réponse oui. Question. Il y a quelques instants, vous avez mentionné qu'avant d'arriver à Abidjan, vous aviez appris que la situation serait difficile pour les journalistes étrangers en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez appris au sujet de la réaction de la population locale à l'égard des journalistes étrangers? Réponse. Les journalistes étrangers avec lesquels je me suis entretenu m'ont dit clairement que le travail sur le terrain en tant que personne de race blanche, surtout avec une caméra ou un appareil photo, attirait beaucoup d'hostilité, susciterait beaucoup d'hostilité. Les photographes m'ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre des photographies parce qu'ils s'étaient entourés d'une foule de personnes qui criaient et qui... D'autres nous ont dit que leur équipement avait été détruit ou volé. La situation était difficile. La situation était clairement difficile. Question. And did you come to learn why? Avez-vous appris pourquoi il y avait cette hostilité? Réponse, oui. Cela m'a été expliqué. On m'a expliqué que l'annonce des élections en Côte d'Ivoire, où la proclamation du résultat des élections avait été très polémique. Un journaliste de France 24 avait annoncé le résultat des élections avant l'annonce officielle des résultats. Et j'ai supposé qu'ils avaient procédé à des sondages et qu'ils étaient sûrs des résultats. Les Ivoiriens, d'après ce que j'ai compris, se sont insurgés contre cela, n'ont pas aimé l'idée que des journalistes étrangers puissent proclamer le résultat des élections, et ils ont estimé, et d'ailleurs cela a été médiatisé, cette information a été relayée par les médias sociaux, par la presse, et donc cela a été considéré comme étant une corruption des élections de la part de la France et des Nations Unies. Question. Très bien. Donc, j'en reviens au meeting du 19 mars. Vous avez appris qu'il y aurait ce meeting par le truchement de votre fixeur. Réponse. Oui. Question. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vous attendiez à filmer à ce meeting? Réponse. Je dirais que ce n'était peut-être pas sa qualité première, la qualité première d'Alexis. Il ne nous avait pas bien préparé à ce qui nous attendrait là-bas. Il y avait beaucoup de partisans de Blé Goudé, de Laurent Gbagbo. Il était clair que la zone où nous allions nous rendre était un bastion de ce camp et qu'ils avaient reçu beaucoup de votes. Et je crois qu'il y avait un lien ethnique entre Laurent Gbagbo et les personnes qui vivaient dans cette zone-là. On nous avait dit qu'il serait très difficile d'avoir accès à cette zone avec notre voiture et notre caméra, à moins d'avoir l'autorisation préalable des personnes idoines. Et on nous a dit également que les personnes, c'était l'entourage de Charles Blé Goudé, puisque c'était un meeting organisé par lui. Il fallait que nous leur parlions. And did you get Question. Et est-ce que vous avez réussi à parler à quelqu'un de son entourage pour avoir accès au meeting? Réponse. Oui, personnellement je ne l'ai pas fait, mais Alexis, notre fixeur, a organisé des conversations avec un chargé des communications, donc un journaliste du nom de Badlem. Il me l'a présenté, il nous a été présenté par des contacts mutuels.
avant même que j'aille à Abidjan, dans le cadre de mes préparatifs. Et les deux donc ont réussi à se mettre en contact avec l'équipe de presse de Charles Blé Goudé. Il était clair que cette équipe savait que nous étions des journalistes étrangers. Nous ne savions pas s'il nous serait possible d'accéder à cette zone en toute sécurité. Et ils nous ont recommandé d'avoir une escorte avec nous, qui nous a été fournie. Essentiellement, c'était un groupe de jeunes hommes qui appartenaient à l'organisation Jeunes Patriotes, l'organisation de Charles Blé Goudé. On nous a dit que si nous restions avec eux, ils seraient en mesure de frayer le chemin et de nous assurer un accès au meeting. When you say clear out, Question, lorsque vous dites frayer un chemin et nous assurer l'accès, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation à l'époque à Abidjan? Comment est-ce qu'on pouvait se déplacer dans Abidjan? Réponse. Abidjan, vous savez, c'était ma première visite à Abidjan. Il était très difficile de s'y déplacer. Il y avait beaucoup de points de contrôle à chaque coin de rue et sur les grands axes de la ville. Notre fixeur, notre chauffeur ne savait pas toujours où il y avait des points de contrôle. Donc le même jour, on pouvait passer par la même rue et trouver un point de contrôle, et d'autres fois, il n'y en avait pas. Les personnes qui étaient de faction là ne portaient pas toujours l'uniforme. Parfois, ils portaient l'uniforme de la police. Parfois, ils portaient une partie de l'uniforme. Parfois, ils étaient habillés en militaire. À cette époque-là, au début, ils n'avaient pas d'armes à feu, ils n'avaient pas de fusil. Ils avaient des bâtons, des machettes, des planches en bois, et donc se déplacer dans la ville était très très tendu, très difficile. Parfois, on n'était pas certain si vous savez, si vous aviez votre équipement, de l'argent, votre téléphone, les points de contrôle pouvaient être menaçants, intimidants. Je crois qu'à l'époque, l'idée était d'intimider. Depuis la voiture, je pouvais voir d'autres voitures, des gens qui remettaient de l'argent ou ce qui semblait être de l'argent aux personnes qui étaient de faction au point de contrôle avant de pouvoir franchir le point de contrôle. Nous n'avons pas eu à le faire dans l'ensemble. Alexis réussissait à les convaincre et à rester ferme, et en expliquant aux personnes qui étaient au point de contrôle que c'était quelqu'un d'important, et donc parfois cela marchait bien. C'est une tactique qui a bien fonctionné. Et donc nous savions que pour nous rendre au meeting, nous aurions beaucoup de points de contrôle à franchir, et donc c'est Alexis qui a réussi, à force de persuader les autres, à nous faire passer ces points de contrôle. Question. Bien. Donc, en vous dirigeant vers ce meeting, est-ce que vous disposez d'une escorte, comme vous venez de le dire il y a quelques instants? Réponse, oui. Oui, nous en avions. Question. Est-ce que vous étiez tous dans le même véhicule? Est-ce que vous vous déplaciez dans des véhicules différents? Réponse, non. Pour autant que je m'en souvienne, nous nous sommes arrêtés à un lieu prédéterminé. Je crois que c'était une station essence. Nous avons rencontré un groupe de jeunes hommes qui étaient censés nous escorter. Ils ont poursuivi le chemin avec nous dans une voiture qui était devant nous. Je crois qu'il y a une personne qui est montée à bord avec nous. Désolé, mais je ne me souviens pas de tous les détails. Question. Est-ce que vous vous souvenez de ce que portaient ces escortes, par hasard? Réponse. Les escortes portaient ce que je considérais comme étant des uniformes des jeunes patriotes. Dans certains cas, ils portaient des t-shirts où l'on pouvait lire jeunes patriotes, et dans d'autres cas, ils portaient des maillots de football de couleur verte ou orange. C'était une sorte d'uniforme non officiel qui les distinguait des autres membres du groupe. Question, très bien. Est-ce que vous vous souvenez du quartier où ce meeting a eu lieu? Réponse, c'était à Yopougon. Question. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu sur les lieux? Décrivez-nous la scène. Réponse. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un bouchon de circulation, il y avait
tous les véhicules qui étaient devant nous ont dû s'arrêter ou ralentir. Il semblait y avoir 3 ou 4 points de contrôle l'un après l'autre. Donc le véhicule devait s'arrêter, parler à un groupe de personnes, poursuivre son chemin. Après quelques mètres, il fallait qu'il s'arrête pour parler à d'autres personnes. C'est ce qui semblait se passer devant nous. Et plus loin, il y avait des groupes de jeunes hommes qui portaient des maillots de football orange ou vert. Parfois, ils couraient, parfois ils marchaient, parfois ils se tenaient le long de la route. Ils avaient des armes. It was pretty chaotic, Des semblants d'armes. Donc ils avaient érigé des barrages routiers avec des pneus, des morceaux de bois pour ralentir les voitures. C'était assez chaotique, mais c'était un chaos organisé. Et ils dirigeaient la circulation, ils assuraient la sécurité de cet événement. Question, très bien. Et donc une dernière question avant que nous passions à notre sujet. Lorsque vous êtes arrivé là, vous êtes descendu de la voiture, je suppose. Réponse, oui, c'est exact. Question, la greffière d'audience rappelle aux intervenants de ralentir et de marquer une pause, s'il vous plaît. Le témoin, lorsque je suis descendu de voiture, la première chose qui m'a frappé, c'était le bruit. Il y avait du bruit qui provenait du coin de la rue. Il semblait y avoir des dizaines de milliers de personnes qui chantaient. Il y avait un certain nombre de personnes armées qui se promenaient et qui ne portaient pas d'uniforme que je puisse reconnaître. Ils avaient des fusils d'assaut et ils semblaient disposer d'équipements militaires très professionnels. Ils avaient différents types d'armes à feu, de fusils, différents types d'armes de poing, des machettes, des chaînes. Il y avait une grande concentration de personnes armées et leurs armes étaient moins, disons, des armes de fortune ou improvisées. À ce stade-là, il y avait donc ces personnes-là qui étaient concentrées autour de cette zone. Et il était très difficile de savoir qui était qui, mais dans un intervalle de quelques secondes, j'ai compris que j'ai commencé à entendre des commentaires négatifs. Les gens ont commencé à me dire de rentrer chez moi, de me dire que je devais rentrer chez moi, disons, en termes peu flatteurs. Question, très bien. Dans un instant, je vais vous montrer des extraits vidéo, mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui s'est passé lors de ce meeting? Est-ce que vous avez été en mesure de rencontrer des personnes, de parler à des personnes, et qu'est-ce que vous avez pu filmer là-bas? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés, il ne se passait pas grand-chose au début. Il y avait un certain nombre de personnes sur l'estrade qui semblaient chanter des chansons qui, à mon sens, étaient des chansons traditionnelles, qui étaient de motiver la foule. Ils parlaient de l'Afrique de la Côte d'Ivoire. Ils encourageaient les gens à être très positifs. Ils préparaient donc la foule en vue de l'arrivée de Charles Blé Goudé, qu'il qualifiait de leader. Il l'appelait le leader, le chef. C'était clairement une personne très importante. Il était très apparent, d'après ce que j'ai pu voir, que son arrivée et sa présence était le point culminant. C'était pour cela que les gens s'étaient amassés là. Et après la phase préliminaire, Charles Blé Goudé est arrivé, la foule était en délire. On aurait dit une star du rock qui venait d'arriver. Et il savait comment déchaîner la foule. C'est quelqu'un qui était aimé, qui avait un bon rapport avec la foule. Il s'est promené, il a serré des mains, il agissait en superstar. J'ai été témoin de cela. J'ai été très impressionné par cela. C'était clairement quelqu'un de très important qui avait un impact sur la population à ce moment-là. Il est monté sur scène, il a prononcé un discours, et il a exprimé son avis sur la situation politique. Que je résumerai brièvement.
de la manière suivante. Les autorités françaises et des pays étrangers tentent d'imposer ou de poursuivre leurs desseins impérialistes et que la Côte d'Ivoire, la population devait s'ériger contre cela et se battre contre cela. Did you have any exchanges with him? Question, est-ce que vous avez pu échanger des mots avec lui? Réponse, oui, je discutais brièvement avec lui. Pour nous, c'était très important. Et ça me rappelle la question que vous avez posée précédemment sur la manière de travailler d'Alex et moi. Nous avons échangé très brièvement et très très vite, nous nous sommes entendus sur le fait que cet homme-là devait savoir que nous étions là et que nous étions là pour lui et qu'il était d'accord pour que nous soyons présents. Il était très important de montrer aux autres qu'il avait donné son aval. Et pour le documentaire, nous savions que c'était important de préciser que c'était notre première rencontre avec lui. Je devais me présenter, lui serrer la main et me présenter officiellement et essayer de prévoir une nouvelle rencontre avec lui. Et nous avons donc encouragé Alexis à nous aider à monter sur l'estrade pour lui serrer la main et le remercier, et ce que nous avons fait. Question, très bien. Un instant, je vous prie. Just one point of clarification. Juste une question à titre d'éclaircissement. Vous avez indiqué que lorsque vous vous rendiez vers le meeting, vous avez dû vous arrêter à différents points de contrôle et vous avez parlé d'armes improvisées ou d'armes de fortune. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous parliez? Réponse de mémoire, je peux vous dire que j'ai vu des chaînes que certains avaient autour de la main et d'autres. J'ai vu aussi des planches de bois que certains avaient dans la main, qu'ils utilisaient de manière menaçante. J'ai aussi vu des armes qui étaient plus sophistiquées, qui ressemblaient davantage à une arme classique. Question, très bien. J'aimerais vous montrer un extrait vidéo maintenant. Ce que nous allons vous montrer, en fait, ce ne sont pas des extraits du documentaire. Nous allons nous en tenir aux roches brutes, non éditées, non montées. Et pour vous situer, j'aimerais vous montrer un extrait vidéo qui dure environ 1 minute, après quoi nous allons parler d'éléments précis contenus dans cet extrait vidéo. Juste une question, est-ce que vous souhaitez écouter cet extrait et visionner cet extrait sans interprétation, parce que vous êtes en train d'écouter la chaîne le canal anglais. Est-ce que vous souhaitez disposer d'une interprétation ou pas? Le témoin, non, ça devrait aller. Question, si à un moment ou à un autre il y a une confusion, vous pouvez nous le signaler. Monsieur Desméjian, très bien. Je vais donc montrer le premier extrait vidéo qui correspond à la référence 0015-0435 à partir du début jusqu'à la minute 1:11. Il s'agit de l'onglet numéro 5 et pour les interprètes, la transcription se trouve à la référence 0019-0295 à la page 0296, ligne 1 à 11. La greffière d'audience, l'accusation à la main et il faut choisir le pavé 2. Monsieur Desméjian, bien, merci. Les interprètes sont-ils prêts? Est-ce que nous pouvons commencer? La greffière d'audience, vidéo publique, réponse, c'est exact. Is that a yes from the interpreters? No, they have received it only. Est-ce que c'est un oui de la part des interprètes? Le président, non, et ils l'ont reçu très peu de temps avant l'audience et n'ont pas eu le temps de les regarder et de voir où cela se trouve dans le document. Je ne comprends pas pourquoi ces documents arrivent toujours très tard.
Monsieur Demirjian, je pense que la première partie n'a peut-être pas besoin d'interprétation, donc nous pouvons montrer cette partie sans interprétation. C'est juste un enregistrement de ce que l'on voit. Essayons et voyons comment cela fonctionne. Le président, non, ils l'ont, mais simplement, ils voulaient nous faire connaître leurs difficultés. Et je parle au nom des interprètes. Let's go ahead and play. Monsieur Demirjian, eh bien, allons-y donc. Voilà. Donc, nous sommes là dans sa comédie politique avec Sarkozy, le Guignol. OK. Et puis, recevons l'un de nos frères qui s'appelle tout simplement Paul Général. Il faut le voir la guerre. Mate, when you're ready, let's have a chat with the crowd. Yeah, we're going to need some translation. I'll tell you what we're doing before we go over there. Just talking to you now. What, you happy? Okay, good. This is my level. Okay. Right. We just walked into the main centre of the rally and it feels like I'm in a pro-Gbagbo cauldron. I'm surrounded by his supporters on all sides, and whenever I make eye contact with anyone, they make it quite clear that I'm not really welcome here. And I'm going to try and have a word with them anyway and see what they're here for. Very well. Now, Mr. Rhodes, do you recognize... Monsieur Demirjian, bien, vous reconnaissez le lieu que nous venons juste de voir. Le témoin, oui. Question. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire où vous vous trouviez lorsque cela a été enregistré? À quel endroit de ce rassemblement? Réponse, j'étais au centre, comme je l'ai dit. Je me souviens un petit peu d'un cordon, un petit peu comme un cercle. La foule était là, il y avait des barrières pour retenir la foule dans ce demi-cercle. Et il y avait là une estrade au milieu et j'étais un petit peu dans cette zone centrale. Question, merci. Je voudrais vous ramener au point 8 secondes dans cet enregistrement. Je voudrais vous montrer une image très brève. So at the 8 seconds mark, à ce time code de 8 secondes, vous voyez donc un homme avec une casquette. Avec un casque, pardon, se reprend l'interprète. Réponse oui. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez et si vous avez vu des personnes vêtues de la même façon à Abidjan? Réponse oui. C'est une image que j'associe en fait avec la fin de mon séjour à Abidjan. Il est intéressant d'avoir un rappel visuel qui montre que ces personnes étaient là autour. Il y en avait de plus en plus dans les semaines qui ont suivi, mais de temps à autre, oui, on voyait ce genre de personnages vécus de ce type de casque et avec quelque chose donc sur le visage et portant des armes. Je ne peux pas dire de façon sûre si c'était les mêmes à chaque fois, s'ils appartenaient au même groupe ou s'il avait un fusil, mais ils semblaient en général opérer ensemble et il est en général clair que ces personnes avaient le visage couvert et étaient légèrement différentes des autres. And when you say you later sold them. Question. Et quand par la suite vous les avez vus dans le conflit, dans quelles circonstances les avez-vous revus? Réponse. La plupart du temps, j'ai vu des gens dont les visages étaient cachés pendant les rassemblements ou dans certaines manifestations, notamment lorsque Charles parlait, et je les ai vus également circuler en ville dans des voitures qui circulaient très rapidement, dans des pick-up qui se rendaient d'un point A à un point B.
Question, j'aimerais que l'on passe maintenant le reste de cet enregistrement et que l'on reprenne au timecode 21, s'il vous plaît. We see two individuals facing Question, nous voyons là deux personnes face à la foule qui portent des shorts orange. Est-ce que vous avez appris par la suite qui étaient ces personnes et ce qu'elles portaient? Réponse, ces deux garçons, je ne sais pas, mais chaque fois que je voyais des gens porter ce genre d'uniforme ou des uniformes du même style, des mêmes couleurs, je supposais qu'il s'agissait de jeunes patriotes. Et lorsque je les revoyais, je supposais que c'était d'autres personnes qui disaient en fait être des jeunes patriotes, c'est ce qu'affichait leur t-shirt, ou et qui avaient l'air soit d'un manager ou d'un superviseur du groupe. I'd like us to move to another. Merci. J'aimerais que l'on passe maintenant à un autre clip. ERN 0015 0459 et pour les interprètes, le transcript est le 0063 1596. Nous devrions aller à la page 1597 de la ligne 9 à 21 et nous allons commencer à 50 secondes. Ligne 1 à 29, ça reprend l'interprète. Donc c'est du début jusqu'à 52 secondes. Excusez-moi. An interview avec vous? Okay. So, tell me, why are you dressed like this? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes à quel besoin? Des guerriers. Ils sont des guerriers. Ils sont là-bas. Ils nous appellent les coupiaux. Les coupiaux. On est prêt en tout cas pour sauver notre constitution. On est prêt pour notre pays. Est-ce que pour la constitution vous pouvez tuer? Non. Non, mais s'ils veulent attaquer notre constitution, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, donc on est prêts pour tuer. Interpreters have not received. Le président, les interprètes n'ont pas reçu le transcrit. La cabine française rappelle que c'était bien les lignes 9 à 21. Maître de Merdian, on me dit que tout a été envoyé hier par email. Le président, je ne sais pas. La greffière, nous avons reçu le transcript ce matin à 18h de la part du bureau du procureur et cela a été envoyé aux interprètes et aux sténotypistes ce matin à 8h30. Le président, bien, je ne cherche plus à comprendre tous ces débats, je dois dire. Enfin bon, non, je ne vais pas laisser tomber pour autant. Monsieur de Merdian, monsieur le témoin, monsieur Rhodes, nous avons entendu ces personnes dire être des guerriers. Qu'est-ce que ce terme signifie pour vous? Réponse. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait là de danseurs traditionnels qui portaient des costumes de guerriers et leur rôle était de préparer les gens à la guerre, essentiellement à travers des danses traditionnelles. Et préparer les jeunes hommes à aller se battre. Question. Bien, l'enregistrement suivant est au 0015 0460. C'est la suite du clip précédent. Et pour les interprètes, il s'agit du transcript 0019 0150, page 0151 et 0152. Ligne 1 à 41, et le clip va commencer du début jusqu'à 2 minutes 52 secondes. J'ai peur même de demander aux interprètes si les interprètes sont prêts, dit Monsieur de Merdian. Le président, Maître Ndri. Yes.
Oui, Monsieur le Président, comme on a dit tout à l'heure, les réponses dans le transcrit viennent en retard. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Avant qu'il réponde à la question, ce que vous lui avez demandé, c'était quoi? Suite par rapport en fait aux guerriers. La question est bien traduite. Oui. Je la lis en français aussi, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Si je veux bien suivre ici. C'est sur les notes sténographiques. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous lui avez demandé son opinion? J'ai demandé... Ou bien ce qu'ils ont dit? C'était juste ça que je voulais clarifier. Vous lui avez demandé son opinion ou bien ce qu'ils ont dit? Ce que les guerriers ont dit ou bien son opinion? I see where counsel is... Monsieur Demerjian, je vois ce que veut dire le Conseil. La question est de savoir si le témoin a compris ce qu'étaient ces personnes en discutant avec elle. Et il nous a donné une réponse. Le Président, bien. Est-ce que je peux maintenant demander à ce que la vidéo soit lancée? Le Président, est-ce que l'on peut lancer la vidéo? Je ne sais pas où est le problème ou ce qui manque, mais on me dit qu'ils n'ont pas le transcrit. La greffière d'audience, je viens de l'envoyer aux interprètes. For this one, we do need a translation, so it would be really appreciated if the interpreters can find it. We're waiting. Le Président, nous attendons. Monsieur Demerjian avait dit, là, pour cette partie, nous avons vraiment besoin de traduction et nous serions ravis que les interprètes puissent trouver cela dans le transcript. Le Président, nous attendons. Can you tell us when you're ready? Président, pouvez-vous nous dire lorsque vous serez prêt? Et je m'adresse aux interprètes. And what has to be done in order... Le Président, et que faut-il faire pour que les transcripts, vous ayez les transcripts sous les yeux? Le Président, je regrette qu'au bout d'1 an et demi de procès, nous nous retrouvions toujours dans la même situation. C'est quelque chose qui se reproduit de manière constante, ce n'est pas la première fois. Donc je demanderai à quelqu'un de bien vouloir les imprimer, les donner aux interprètes pour que nous puissions poursuivre.